Quelles sont les classes sociales au Québec? En théorie, tous les individus naissent égaux. Dans la réalité, en fonction de la famille où ils viennent au monde, les différences vont être importantes. T'sais, selon qu'on vient au monde d'un milieu plutôt riche ou plutôt pauvre, bien, le quartier probablement sera différent, la maison aussi, la voiture familiale, les vacances ne seront pas les mêmes, les habitudes de vie risquent d'être différentes aussi. Même l'espérance de vie, on estime que les hommes riches vivent au Québec 3 à 5 ans de plus que les hommes pauvres. Donc, il y a quand même déjà ces grosses différences. Okay? Mais la question, quelles sont les classes sociales au Québec? Une façon d'analyser les classes sociales, c'est par les catégories d'emploi. On peut regarder, en bas de la pyramide sociale, il y a les personnes qui vivent avec l'aide financière de dernier recours. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont exclues du marché du travail. Pour différentes raisons. Ça peut être des personnes parce que l'assurance chômage était terminée. Ça peut être des mères monoparentales qui vivent avec leurs enfants à la maison. Ça peut être des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou de problèmes physiques ou encore qui n'ont pas trouvé un emploi qui leur convenait. Donc, mais on peut dire qu'en bas de la pyramide sociale, donc, il y a des personnes qui vivent avec moins de 20 000 $ par année, je dirais. Au-dessus, il y a les précaires. Souvent, leur emploi, moi, je dirais, c'est entre 20 000 à 40 000 $ maximum. Mettons que c'est des personnes qui travaillent à l'épicerie, dans les restaurants. C'est beaucoup dans le domaine des services qui se retrouvent. Puis donc, ils sont précaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas un emploi permanent, pas nécessairement à temps plein. Puis, donc, ils ne font pas partie de la classe moyenne, parce qu'on a ce qu'on considère comme étant la classe moyenne, c'est des personnes qui font au minimum 40 000 $ par année de revenus nets, de 40 à 80 000 $ par année à peu près. Puis, il y a plus de la moitié de la population québécoise qui fait partie de la classe moyenne, mais les précaires, je dirais que c'est assez difficile pour eux autres. Au-dessus, il y a les protégés. C'est-à-dire des personnes qui ont une sécurité d'emploi. Souvent, c'est des employés du gouvernement ou des grosses compagnies. Ça peut être des professeurs, infirmières, des employés d'Hydro-Québec ou des grosses compagnies comme Bell Canada, admettons. Donc, eux autres, c'est vraiment des personnes qui font partie de la classe moyenne, entre 40 et 80 000 $, je dirais. Puis souvent, ils peuvent faire carrière, c'est-à-dire qu'ils vont garder le même emploi très longtemps. Au-dessus d'eux autres, il y a les compétitifs. Je dis au-dessus parce que non seulement il y a une question de salaire, mais aussi de prestige social. Puis, avec les compétitifs, eux autres, je dirais, c'est des personnes minimum 80 000 $ et plus par année de revenus nets. Ça peut être dentistes, optométristes, pharmaciens, médecins. T'sais, c'est des personnes, ils n'ont pas nécessairement une sécurité d'emploi, mais même s'ils n'ont plus leur emploi, ils peuvent assez facilement en trouver un autre. Ce qui est remarquable dans les catégories d'emploi, c'est à quel point il s'agit d'une structure inégalitaire préétablie. C'est-à-dire que c'est la société qui fait ça. Les individus, dans le fond, ils font juste remplir les cases qui existent. Supposons que les personnes qui sont médecins aujourd'hui n'auraient pas existé. Même chose pour les dentistes, les optométristes, les pharmaciens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de médecin, pas de dentiste dans la société? Ben non, ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait rempli. C'est ça que je veux dire. T'sais, dans notre société, nous autres, on a tendance à croire en la méritocratie. Les personnes méritent ce qu'ils ont. Puis, dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il y a tout le temps un certain contexte social qui fait ça. Puis c'est vraiment la société qui détermine la structure. Quelque chose qui est remarquable aussi dans la structure de la pyramide sociale, c'est à quel point, mettons, les personnes qui sont là aujourd'hui, bien, il y a une bonne probabilité que plus tard, c'est leurs enfants qui vont se retrouver là. Donc, les enfants de compétitifs vont avoir tendance à avoir un emploi compétitif, eux autres aussi, dans 30 ans. C'est pas impossible qu'un enfant qui vient d'une famille qui vit de l'aide sociale devienne médecin, mais on sait bien qu'il y a une probabilité plus grande que si les parents sont médecins, c'est plus possible que leur enfant devienne médecin aussi, par exemple. De quelle façon ça se reproduit les classes sociales? Bien, une, c'est l'éducation qu'il y a dans la famille. Il y a une sociologue américaine qui a comparé l'éducation des enfants dans une famille très favorisée par rapport à très défavorisée. Dans les familles favorisées, il y a beaucoup de stimulation de l'enfant. Par exemple, on lui fait la lecture le soir avant qu'il dorme. Les parents s'occupent beaucoup des devoirs, des fréquentations de l'enfant. Puis, il y a beaucoup d'activités parascolaires. Alors, l'enfant, il est inscrit à des cours de natation, de
peut-être de patinage artistique, des cours de musique de toutes sortes. Bref, à 5 ans, l'enfant, il a déjà un agenda parce qu'il se prépare à sa carrière plus tard. Tandis que dans les milieux moins favorisés, les temps libres sont moins structurés. Les parents accompagnent moins. Souvent, il y a l'enfant va avoir moins de mots de vocabulaire. Déjà, dans la famille, il y a une certaine partance, on pourrait dire, pour la classe sociale. Il y a l'éducation scolaire également. Au Québec, il existe, au niveau primaire et secondaire, comme 3 catégories d'écoles, on peut dire. Il y a les écoles privées, puis le public enrichi. Par exemple, concentration musique. Souvent, il y a des critères de sélection pour que les enfants peuvent rentrer là-dedans. Puis, il y a le public régulier, disons. Où est-ce que là, les élèves qui en font partie, il peut y avoir des surdoués, mais aussi des jeunes qui ont des troubles de comportement, des difficultés d'apprentissage, toutes sortes de situations. C'est beaucoup plus un melting pot, c'est beaucoup plus mêlé. Tandis que dans le cas des écoles privées ou du public enrichi, comme il y a des critères de sélection, on choisit vraiment les élèves, on peut dire. Une troisième façon assez évidente par laquelle les classes sociales se reproduisent, c'est par l'héritage. Par exemple, au Québec, on estime que le 20 des personnes les plus riches possèdent plus de 60 du patrimoine. Ce qu'on appelle le patrimoine, c'est l'avoir net d'une famille. Par exemple, la maison est payée. OK, ça fait partie du patrimoine. La voiture est payée. Ça fait partie du patrimoine. Puis les parents peuvent avoir des actions en bourse. C'est la totalité de ce qu'ils possèdent. Bien, le 20 plus riche au Québec possède plus de 60 du patrimoine, puis ils vont transmettre ça à leurs enfants. Ça veut dire que 80 de la population va se répartir le reste, le 40 qui reste de richesse, et qu'il y en a qui n'en auront pas beaucoup. C'est de même que ça se reproduit. Donc, que ce soit par l'éducation dans la famille, par l'éducation scolaire ou par l'héritage que les enfants vont recevoir de leurs parents, quand on dit que tous les individus naissent égaux, on peut avoir un petit doute.